Moscou, décembre 1991. L'Union soviétique s'effondre, les statues de Lénine tombent, les drapeaux rouges disparaissent. Pour la première fois, les Russes goûtent à la liberté. La presse s'ouvre, les débats explosent, les élections deviennent réelles. Après 70 ans de dictature communiste, on y croit, la Russie sera enfin une démocratie. Puis, un homme apparaît, un ancien agent du KGB, silencieux, froid, promettant ordre et grandeur. Son nom, Vladimir Poutine. Élu démocratiquement, en 2000, il incarne d'abord la stabilité, mais 20 ans plus tard, ce même homme dirige un régime autoritaire, il contrôle les médias, l'opposition et même la constitution. Alors, une question demeure, comment une démocratie a-t-elle pu disparaître si vite ? En 1991, l'Union soviétique s'effondre. En quelques mois, un empire qui avait dominé l'Europe de l'Est pendant plus de 70 ans disparaît. Le régime communiste s'écroule, la guerre froide prend fin et 15 républiques deviennent indépendantes. Je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. La Russie, héritière de l'URSS, se retrouve brutalement affaiblie, amputée d'une grande partie de son territoire, de son influence, de son prestige international et de sa puissance. Dans ce contexte inédit, le pays tente de se tourner vers un nouveau modèle. Sous la présidence de Boris Eltsine, la Russie engage une ouverture politique et économique inspirée des démocraties occidentales. Des élections sont organisées, des partis politiques apparaissent et l'économie de marché est instaurée à marche forcée. L'espoir est alors immense, celui de voir naître une démocratie libérale en Russie. L'heure est venue pour le peuple de Russie de prendre son destin en main. Maintenant, notre société est beaucoup plus démocratique. Nous pouvons nous en rendre compte à travers les journaux et puis aussi avec les gens, les étrangers. Mais très rapidement, ces espoirs se heurtent à une réalité brutale. Les années 1990 sont marquées par des crises économiques profondes. Les privatisations rapides enrichissent une minorité d'oligarques tandis qu'une grande partie de la population s'appauvrit. Le chômage augmente, l'inflation explose et, en 1998, une grande crise financière provoque l'effondrement du rouble. Pour de nombreux Russes, la transition démocratique rime désormais avec pauvreté et insécurité. À cette crise sociale s'ajoute une crise politique. La corruption se généralise, l'État paraît faible et incapable de protéger ses citoyens, les institutions démocratiques sont perçues comme inefficaces, voire manipulées par les élites économiques. Peu à peu, la confiance dans la démocratie s'effondre. Parallèlement, un sentiment d'humiliation nationale se diffuse dans la société russe. Anciennement superpuissance, la Russie n'est plus qu'un acteur secondaire sur la scène internationale. Cette perte de statut alimente une profonde nostalgie d'un État fort capable de restaurer l'ordre et la grandeur du pays. Ainsi, à la fin des années 1990, la démocratie russe apparaît fragile, associée au chaos et à l'instabilité. Une partie croissante de la population est prête à sacrifier certaines libertés au profit de la sécurité et de la stabilité. C'est dans ce climat de désillusion et d'attente d'un pouvoir fort qu'un homme va s'imposer, Vladimir Poutine. En mars 2000, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie. Son arrivée au pouvoir se fait dans un cadre légal et démocratique, mais son discours tranche immédiatement avec celui de ses prédécesseurs. Il promet de restaurer l'ordre, de renforcer l'État et de redonner à la Russie la place qu'elle mérite sur la scène internationale. Pour une population marquée par l'instabilité, ce message résonne fortement. L'un des premiers leviers utilisés par Poutine est le contrôle des médias. Les grandes chaînes de télévision, principales sources d'information pour la population, passent sous tutelle de l'État ou de groupes proches du pouvoir. Les voix critiques sont marginalisées et le récit officiel du Kremlin devient dominant. L'opinion publique est désormais encadrée. Très vite, Poutine s'impose comme un homme fort. Dès le début de son mandat, il engage une centralisation progressive du pouvoir. Le rôle du président devient central, tandis que les autres institutions perdent en autonomie. Le Parlement est affaibli, la justice perd son indépendance réelle, et les gouvernements régionaux sont progressivement placés sous le contrôle du Kremlin. Au fil des années, le pouvoir de Vladimir Poutine ne se contente plus d'être fort, il devient dominant. Progressivement, tous les contre-pouvoirs capables de limiter l'autorité présidentielle sont affaiblis, puis neutralisés. La démocratie russe entre alors dans une nouvelle phase, plus dure, plus assumée. Un tournant décisif intervient avec les révisions constitutionnelles. Ces modifications permettent à Vladimir Poutine de prolonger son pouvoir presque indéfiniment, effaçant ainsi les limites initialement prévues par la Constitution. Le cadre légal est donc utilisé non pour protéger la démocratie, mais pour consolider l'autorité du chef de l'État.
L'objectif, c'est que le système reste stable, que Poutine conserve son emprise sur le pouvoir, qu'il reste ce qu'il a été pendant ces 20 ans. Le politicien le plus important du pays, le décideur ultime, un leader incontestable et incontesté qui ne laisse la place à aucune alternative. Dans le même temps, le régime développe un véritable culte du chef. Vladimir Poutine est mis en scène comme le protecteur de la nation, l'homme providentiel qui vient garantir la stabilité et la sécurité du pays. Les symboles nationaux sont exaltés, le passé soviétique est partiellement réhabilité et le nationalisme devient un pilier central du discours officiel. La propagande joue alors un rôle fondamental. Elle façonne la perception de la réalité, renforce l'adhésion au régime et marginalise toute pensée critique. Le contrôle idéologique s'étend à la société entière, de l'école aux médias en passant par la culture. En février 2022, la Russie entre dans une nouvelle phase de son histoire avec l'invasion de l'Ukraine. Il est 4 heures du matin. À la télévision russe, Vladimir Poutine prononce les mots tant redoutés. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Ce conflit ne constitue pas seulement une guerre extérieure, il devient aussi un outil politique majeur à l'intérieur du pays. Le pouvoir russe présente cette guerre comme une lutte existentielle, une défense de la Russie face à un Occident décrit comme hostile et menaçant. Ce discours sert de justification à un durcissement sans précédent du régime. Toute critique de la guerre est désormais assimilée à une trahison. Les médias indépendants sont fermés ou réduits au silence, les réseaux sociaux sont surveillés, et de nouvelles lois criminalisent toute opposition au discours officiel. Des milliers de manifestants sont arrêtés et de nombreux opposants choisissent l'exil pour échapper à la répression. Sur les 12 jours, j'en ai passé 3 dans une cellule minuscule d'1,5 mètre sur 1,5 mètre. Un trou à rats. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. C'était une vraie torture. La guerre devient ainsi un prétexte pour renforcer le contrôle intérieur. L'État accentue la censure, impose une propagande omniprésente et installe un climat de peur. La société russe vit sous une surveillance constante où chaque parole peut être interprétée comme un acte de dissidence. Sur le plan international, la Russie s'isole, les sanctions économiques se multiplient, les relations diplomatiques avec l'Occident se dégradent et le pays se replie sur lui-même. Cet isolement est cependant présenté par le pouvoir comme une preuve de la supériorité et de l'indépendance russe, renforçant le sentiment de nationalisme. Aujourd'hui, l'avenir politique de la Russie est profondément incertain. Après plus de 2 décennies de pouvoir, Vladimir Poutine a façonné un système fortement centralisé dans lequel les institutions démocratiques existent encore en apparence, mais ont perdu toute autonomie réelle. La question n'est donc plus de savoir si la Russie est une démocratie, mais de comprendre ce qui pourrait advenir après ce long cycle autoritaire. Un premier scénario est celui de la continuité. Tant que Vladimir Poutine demeure au pouvoir, le régime autoritaire pourrait se maintenir, voire se durcir davantage. La répression, la censure et le contrôle idéologique pourraient continuer à s'intensifier, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l'isolement international. Le pouvoir s'appuierait alors sur la peur, le nationalisme et la propagande pour garantir sa stabilité. Un second scénario, envisageable, est une crise interne. L'usure du régime, des difficultés économiques liées aux sanctions ou une défaite militaire pourrait fragiliser le pouvoir en place. Dans ce cas, des tensions pourraient apparaître au sein des élites politiques et économiques, ouvrant la voie à une période d'instabilité. Cependant, une telle crise ne garantirait pas nécessairement un retour immédiat à la démocratie. Enfin, un scénario plus lointain serait celui d'une réémergence progressive d'une opposition démocratique. Malgré la répression, une partie de la société civile russe continue d'exister, souvent dans la clandestinité ou en exil. À long terme, ces forces pourraient jouer un rôle dans une éventuelle transition politique, mais ce processus serait long, incertain et semé d'obstacles. Depuis 1991, la Russie n'a pas basculé brutalement dans l'autoritarisme, elle y a glissé progressivement. Une démocratie fragile, née du chaos, a laissé place à un pouvoir centralisé, incarné par Vladimir Poutine, qui a vidé les institutions de leur sens au nom de l'ordre et de la stabilité. Aujourd'hui, la guerre et la répression enferment le pays dans un régime autoritaire, laissant une question ouverte. La Russie pourra-t-elle un jour reprendre le chemin de la démocratie ?